Alors bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Aurélien Bernier qui a écrit un petit ouvrage récemment qui s'intitule « Que faire de l'Union européenne ?» puisque nous fêtons les 20 ans du non français sur le au référendum sur le traité constitutionnel européen. Donc on va parler de tout ça avec lui. J'en profite pour annoncer que le Café Marxiste s'est structuré en association et que vous pouvez maintenant nous faire des dons. Donc si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez faire un petit don grâce au lien en description de la vidéo. Alors Aurélien, tu es chargé de mission dans le secteur de l'énergie. Tu es également journaliste et essayiste, spécialiste des politiques environnementales. Tu collabores avec Le Monde diplomatique et également avec la Fédération nationale mines et énergie de la CGT. Et tu es un ancien membre d'Attac. Je rappelle que tu avais écrit en 2011 « Désobéissons à l'Union européenne » et en 2014 « La gauche radicale et ses tabous, pourquoi le front de gauche échoue face au Front national ». Aujourd'hui, tu sors aux éditions de l'atelier « Que faire de l'Union européenne » dont on va parler aujourd'hui. Alors nous fêtons les 20 ans du non français au référendum sur le traité constitutionnel européen. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé en 2005 ainsi que dans les années suivantes avec le traité de Lisbonne? Alors déjà, avant 2005 peut-être, il y a eu le traité de Maastricht en 1992 qui a été un moment politique aussi important où on avait une accélération de l'intégration européenne, des politiques néolibérales à l'échelle européenne qui nécessitait une modification de la Constitution française. Et donc, cette modification a été soumise à référendum et bon, malheureusement, le oui l'a emporté d'une très courte tête, mais on a eu une campagne où un certain nombre de forces politiques, à droite et à gauche, ont milité pour le non au traité de Maastricht, en disant que Maastricht allait accélérer la perte de souveraineté de l'État français, et pour les forces de gauche, en dénonçant le néolibéralisme structurel de la construction européenne, en tout cas de cette phase de la construction européenne, avec déjà en prévision la création d'une monnaie unique, la finalisation du marché unique. Et le PCF notamment avait fait une très très belle campagne pour Maastricht. Alors bon, j'étais pas encore très politisé, je ne l'ai pas vécu, mais quand on fait des recherches et qu'on regarde les écrits du PCF à l'époque, il y avait une analyse tout à fait juste de la situation, de la nature de l'institution européenne, qui servait le capitalisme et qui permettait de placer les politiques néolibérales à une échelle supranationale. Et voilà, ces éléments d'analyse que j'ai donc lu, commenté dans La gauche radicale et ses tabous, il faut les relire après coup pour voir à quel point le PCF de l'époque avait juste sur la réalité de la construction européenne et de la mondialisation, mais de l'Europe comme vecteur de cette mondialisation néolibérale. Malheureusement, bon, Maastricht se solde par un oui, donc Maastricht passe, et rebelote en 2005, on a un nouveau traité qui vise à accentuer encore les politiques néolibérales, à faire de nouveaux transferts de compétences, et qui nécessite encore une révision de la Constitution française. Et là, on a encore une campagne avec des forces de gauche et de droite qui militent pour le non, mais cette fois-ci on gagne. Et on gagne avec, je pense, un moment politique extrêmement important dans la vie politique française, parce que on a eu une véritable
un véritable moment d'éducation populaire, de débat, voilà, auquel j'ai participé à l'époque avec Attaque, avec des débats publics dans des communes de 100 ou 150 habitants. Enfin, ça s'était quand même jamais vu, et une appropriation des vrais enjeux de la construction européenne. C'est-à-dire que là où les forces qui militaient pour le oui sortaient leur truc habituel, voilà, si on ne construit pas l'Europe, on va être les perdants de la mondialisation, on va favoriser le retour au nationalisme, etc. Dans le camp du non, on avait, et surtout à gauche d'ailleurs, on avait vraiment une explication de texte, une campagne qui allait vraiment au cœur du sujet. Et donc ça a été une vraie victoire politique. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est la seule victoire politique que j'ai jamais vécue. Enfin, vraie, j'entends. Après, il m'est arrivé de voter pour des gens qui gagnaient, mais plutôt par défaut. C'est un moment fort, je pense. Et c'est un moment fort à plusieurs titres, parce que d'une part, on a rejeté un texte européen, ce qui est quand même pas tous les 4 matins, et d'autre part, on a mis à jour, je pense, le clivage fondamental entre la gauche radicale, la gauche, il faut préciser radicale malheureusement, et la social-démocratie. Social-démocratie qui a immédiatement basculé dans le camp du oui. Et on a vu que même si le ministère de l'Intérieur met une étiquette gauche à des organisations de nature et de sensibilité très différentes, il y avait vraiment 2 grandes sensibilités, une gauche de transformation, une gauche d'aménagement du système, du capitalisme. Voilà. Ce qui est assez dramatique, c'est ce qui s'est passé après. C'est qu'après le 29 mai 2005, après ce grand moment pour nous, eh bien, il a fallu aller tout de suite sur la préparation des élections nationales, avec présidentielle, législative en ligne de mire moins de 2 ans plus tard, que évidemment toutes les forces politiques se sont battues pour s'approprier la victoire, porter la candidature qui à l'origine devait être unitaire, qui ne l'a pas du tout été. Bref, ça a été quelque chose d'assez dramatique. Et avec au bout du compte Sarkozy qui gagne la présidentielle, la droite qui revient et qui vote, et le traité de Lisbonne est fait accepter la modification constitutionnelle par voie parlementaire. Donc le référendum, là, le résultat du référendum, pas le moment politique, mais le résultat est effacé, et on a Lisbonne, qui est le clone du projet de traité constitutionnel. Ça, c'est en 2008. Ouais, c'est 2007-2008. 2007, le texte est adopté. 2008, on a la révision en France de la Constitution. Et voilà. Et ensuite, les politiques européennes continuent à dérouler des mesures libérales, antidémocratiques. Et en fait, on a un moment, je pense, une espèce un petit sursaut dans le débat politique avec la crise des subprimes et ensuite la crise des dettes souveraines et l'horreur de la situation grecque, la façon dont l'Union européenne traite les Grecs, qui fait que, la gauche renforce sa critique de l'Union européenne. Et puis encore une fois, voilà, ça fait un peu les montagnes russes. On a un reflux parce que on a les élections de 2012 et on va avoir un discours adouci.
Et puis on a l'impression que la critique revient un peu, et puis aux élections de 2017, c'est pareil, on a un discours qui en fin de campagne s'édulcore. Donc il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel en 2005, et notre famille politique en fait rien. On a des mots d'ordre, des slogans qui sont balancés, une autre Europe est possible, changeons l'Europe de l'intérieur, maintenant l'Europe sociale, enfin bon, il y en a à peu près pour tous les goûts. Et des discours sur l'Europe qui se résument souvent à des slogans et en plus qui changent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision de long terme. Et on est sur une question qui est taboue à gauche et sur laquelle les réponses qui sont apportées changent tous les 4 matins. Voilà. Alors que c'est un sujet fondamental. Et ça, c'est un vrai problème. Et bon, c'est pour ça que j'ai voulu, pour les 20 ans du TCE, écrire quelque chose sur les questions européennes, même si j'avais fait un livre, mais 14 ans avant, il s'est passé quand même pas mal de choses. Parce que cette situation me paraît toujours aussi dommage, voire dramatique. Bon, on va parler de tout ça. J'aimerais qu'on revienne dans un premier temps sur ton livre « La gauche radicale et ses tabous », dans lequel tu expliques notamment que le PCF était donc historiquement et farouchement opposé à la construction entre guillemets européenne, notamment lors de Maastricht comme tu l'as rappelé, mais aussi jusqu'en 97. Pourtant, on constate que dès la fin des années 80, le FN passe devant le PCF dans la plupart des élections. Alors comment t'expliques ça en fait? T'en parles notamment dans cet ouvrage. Oui, alors il y a évidemment plusieurs facteurs dans la montée du Front National, avec une extrême droite qui joue sur les questions d'immigration sécuritaire, etc. Mais la première percée politique du Front National, c'est 1984, à des élections européennes d'ailleurs, où le FN fait 11% et bat le Parti communiste d'ailleurs. Et cette échéance électorale intervient après 2 tournants politiques majeurs, à gauche et à droite. À gauche, c'est la trahison du Parti socialiste. Bon, ça c'est connu, c'est documenté, bon, dans nos milieux, tout le monde connaît. Politique de rigueur, on abandonne la critique radicale, le discours anticapitaliste, on accepte la construction européenne, Delors va rapidement passer à l'échelle européenne pour préparer l'acte unique. Bon. Mais il y a aussi un élément important, je pense, à droite, c'est vraiment la fin du gaullisme. C'est-à-dire que, encore à la fin des années 70, on a un héritage gaulliste qui est assez préservé. Et même si tout ça a aussi fluctué, mais une droite qui parle encore aux classes populaires. Y compris sur des sujets sociaux, sur le travail, etc. Et la droite abandonne définitivement vraiment la doctrine gaulliste quasiment au même moment. Et donc les classes populaires, en l'espace de quelques années, 2-3 ans, se font abandonner et par la droite et par la gauche. Et la droite aussi, à la même occasion, abandonne le discours gaulliste historique sur l'Europe des nations.
et devient européiste, totalement. Il y a toujours eu évidemment des courants, certains qui étaient plus favorables à la construction européenne, d'autres qui étaient plus réticents. Là, la droite devient largement, en tout cas dans les programmes politiques, dans les alliances européistes. Et on a le Front National qui émerge. Il n'y a pas eu une vague migratoire incroyable entre 1980 et 1984. Il n'y a pas eu une guerre civile ou une explosion de l'insécurité en 3-4 ans. Il y a eu un basculement politique à gauche et on a soldé finalement l'héritage gaulliste à droite. Et je pense que le Front National émerge là-dessus, sur cet abandon des classes populaires, et que progressivement la question européenne va devenir assez centrale. C'est-à-dire que pendant de 84 à 97, il ne va plus y avoir vraiment que deux forces politiques eurocritiques opposés à la construction européenne, c'est le PCF et le Front National. Et on a un affrontement, et c'est ce que je raconte dans La gauche radicale et ses tabous, qui est très intéressant d'ailleurs, où le PCF continue à défendre la souveraineté nationale avec une vision de gauche, progressiste de la souveraineté nationale. Mais ensuite, voilà, le jeu tourne à l'avantage du Front National. Alors, bon, pour plusieurs raisons, parce que la droite essaye de suivre le mouvement sur les préoccupations sécuritaires, les questions de migration, et bon, ça ne fera que renforcer le Front National. Mais aussi, la gauche va quand même abandonner des éléments de discours sur la régulation de l'économie par l'État, le protectionnisme, sur les questions européennes. Et finalement, le Front National n'a pas grand-chose à faire à part tenir ses positions, finalement, que tout le monde lui laisse. Et donc cette progression se poursuit et va se renforcer vraiment quand la gauche va abandonner une partie de ses valeurs, ou en tout cas de son discours politique. D'ailleurs, dans ce livre-là, tu fais une chronique très intéressante sur le renoncement du PCF sur la question européenne, qui a lieu en fait en quelques mois, entre janvier et mai 97 à peu près. Alors est-ce que tu peux nous revenir un peu sur cette séquence et nous expliquer comment ça s'est passé ? Oui, alors, bon, évidemment, c'est un mouvement qui se construit, qui commence à se construire bien avant, d'une part parce que même si le PCF refusait le marché commun à l'époque, rejetait la construction européenne, bon, le marché commun devient une réalité, ça devient difficile dans les années 80-90 de dire bon, il faut que la France sorte du marché commun, surtout qu'on est en pleine euphorie libérale dans les médias. Bon. Mais surtout, le Parti socialiste, en 97, va mettre un ultimatum au PCF, puisqu'il y a les législatives anticipées, Chirac dissout l'Assemblée, et la gauche négocie une union, la fameuse gauche plurielle, et dans le cadre de ces négociations, Jospin dit clairement au PCF, vous ne pouvez pas rester opposé, en tout cas à ce point-là, à la construction européenne. Il faut savoir qu'à l'époque, au début de l'année 97, le PCF essaye d'obtenir un nouveau référendum contre la monnaie unique. C'est-à-dire que le référendum de Maastricht, bon, malheureusement, a été perdu, mais le PCF, à juste titre, dit voilà, les conditions de mise en œuvre de la monnaie unique au moment de Maastricht n'étaient pas connues, on doit reconsulter le peuple sur ce transfert de souveraineté.
Et d'ailleurs, Robert Rue, à cette époque, fait des réunions publiques avec les chevènementistes, avec des gaullistes qui sont sur les mêmes positions de refus de l'euro. Et Jospin met cet ultimatum, et malheureusement, le PCF va accepter cet ultimatum pour rentrer dans la gauche plurielle. Et cette réorientation du discours va quand même marquer le parti pendant des années et des années, y compris après que Robert Rue ait quitté le Parti communiste. Voilà, jusque dans les années 2010, on a un discours très très fade sur les questions européennes, voire même europhile par moment. Et le PCF a très récemment, enfin il y a quelques années, commencé à avoir un discours plus offensif, à nouveau, mais voilà, en ayant perdu quelques décennies, parce que 97, ça ne nous rajeunit pas, ça fait plus de 20 ans que on a accepté ce discours, finalement, qui est un peu plus revendicatif, mais qui est le même que celui du Parti socialiste, l'Europe sociale. On va faire l'Europe sociale. Voilà. Alors heureusement, moi j'ai l'impression que le PCF est sorti de cette stratégie, de ce mot d'ordre, mais maintenant, voilà, il faut construire quelque chose de crédible, d'offensif, et répondre à cette question que faire de l'Union européenne. Alors justement, pour arriver à ton livre Que faire de l'Union européenne, au début de l'ouvrage, tu insistes sur les leviers de la puissance européenne. Alors quels sont-ils ? Alors, il y a un levier, malheureusement, il faut admettre que ça existe, qui relève quasiment de la psychologie, qui est presque irrationnelle, mais cette idée que l'Europe protège. Alors, bon, la caricature de ce discours, c'est évidemment l'Europe, c'est la paix, qui malgré tout fonctionne encore, hein. Même si quand on est très politisé et dans notre famille politique, voilà, ça a plus vraiment cours, mais quand même, il y a cette image d'une union qui permet d'éviter la guerre, même si on est en train de préparer un plan de réarmement absolument scandaleux. Mais bon, au-delà de la caricature de l'Europe c'est la paix, ou plutôt l'Europe évite la guerre, l'idée que l'Europe protège, dans un contexte de mondialisation où on met les économies en concurrence à tous les coins de la planète, où effectivement la concentration des pouvoirs privés prend des proportions colossales. Cette idée d'avoir un bloc de pays qui soit uni, ça fonctionne. Ça fonctionne et je crois qu'il faut l'admettre pour pouvoir le déconstruire. Et ça fonctionne d'autant mieux que la situation internationale est incertaine, inquiétante. Et là, aujourd'hui, on est dans une tension, une incertitude voilà, qu'on avait rarement connue. Et je pense que la peur de l'inconnu, la peur que les choses dérapent, la peur d'un nouveau conflit renforce l'imaginaire européen. Donc ça c'est un vrai levier et ça prendra de l'énergie de le déconstruire. L'autre levier est beaucoup plus pratique, c'est le levier du droit, c'est-à-dire que l'Union européenne s'est construite par le droit.
ça n'est pas une organisation internationale classique. Il existe beaucoup d'organisations internationales. Il en existait au moment où on a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, la communauté économique européenne. Mais la construction européenne s'est faite sur des bases différentes. On a décidé, enfin, les dirigeants de l'époque ont décidé de faire une organisation où ce ne soit pas simplement une négociation entre États pour, dans un certain domaine, se donner des objectifs communs et une stratégie commune. On a décidé que l'Europe devait être supranationale et qu'on devait avoir un droit supranational qui fasse en sorte que les objectifs européens soient respectés par les États. Alors, ça a mis du temps à se construire. Ça a été beaucoup plus long que ce qu'espéraient certains dirigeants européens. Mais on a réussi à faire primer ce droit européen sur les droits nationaux. Donc on a ce levier juridique qui est extrêmement puissant. Effectivement, l'Union européenne n'a pas d'armée, elle ne lève pas l'impôt, elle n'a pas de police, mais il y a cette arme du droit. Ce sujet de l'ordre juridique européen est, je pense, l'impensé absolu en matière de questions européennes, enfin, quand on débat sur l'Europe. On n'en parle jamais. Alors, pour plein de raisons, hein, parce que bon, les économistes parlent d'économie, mais il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le sujet du droit. Dans les partis politiques, c'est pas la chose qui est la mieux maîtrisée, et c'est un sujet hautement problématique. Parce que cette primauté du droit européen devrait poser la question, comment est-ce qu'on en sort ? Question que pas grand monde a envie de poser, parce que les réponses qu'il faudrait apporter sont, à mon sens, des réponses assez radicales. Concrètement, sur le droit, c'est-à-dire que dans la Constitution française, est indiqué que le droit européen prime sur le droit national. Et après, dans ton livre, tu expliques aussi que les juges français font appliquer le droit national, enfin le droit européen, oui, les directives européennes, les traités, etc. Alors en fait, dans la Constitution française, il n'est pas écrit grand-chose. C'est une formule assez alambiquée pour dire que la France a transféré des compétences à l'Union européenne et qu'elle participe à l'Union européenne. Donc ça a été rajouté au moment de Maastricht, et puis on l'a un peu modifié au moment de Lisbonne pour mettre tout ça en ordre. Mais cette idée de primauté du droit européen sur le droit national, elle est déjà là dès l'élaboration du traité de Paris pour créer la CECA, chez certains. La CECA d'ailleurs est une organisation supranationale avec un ordre juridique spécifique. Alors ça se voyait pas trop parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de litiges, il n'y en a quasiment pas eu d'ailleurs. Mais ensuite on a reproduit le système avec la création des communautés européennes en 1957 et avec le traité de Rome, où on avait une cour de justice des communautés qui était censée garantir l'application du traité de Rome. Et cette cour de justice partait de rien à l'époque. En fait, il n'existait que le droit des États et le droit international, qui était un droit qui laissait aux États la possibilité de revenir sur ces décisions. C'est-à-dire, le droit international, vous signez un traité aujourd'hui qui dit, voilà, on instaure la libre circulation des marchandises et des capitaux. Dans 2 ans, un autre
gouvernement, une autre majorité politique peut dire bah non, nous, notre projet politique, c'est de réguler. Donc, l'accord qu'on a signé avec le traité international antérieurement, eh bien, on vote une loi qui l'annule, ou qui en annule certaines dispositions. Ça fonctionne comme ça, et ça fonctionnait comme ça jusqu'à ce que la construction européenne introduise cette notion de primauté d'un droit supranational. Et ça se construit petit à petit, surtout à partir des années 60. Pourquoi est-ce que ça s'accélère à cette époque-là? Parce qu'on a un blocage politique, notamment de la France, de Gaulle, qui refuse la construction d'une Europe supranationale et qui considère que l'Europe doit être une Europe des États, où les États ont le dernier mot. Et donc, par le droit, et ça, bon, il y a des ouvrages spécialisés de juristes qui l'ont bien décrit, par le droit, on contourne le blocage politique. Le problème, c'est que dans les années 60, c'est la Cour européenne qui considérait que le droit européen devait primer. Mais les cours françaises considéraient, elles, encore que le droit européen, c'est le droit international qui devait s'appliquer. Et donc, à tout moment, une loi française aurait pu être votée pour limiter le marché commun, pour dire, bon, on a créé un espace de libre-échange, mais quand même, on va réguler un peu, ou beaucoup, ou même, on arrête. On remet en place une vraie régulation et on sort du marché commun. Donc il y avait ce risque du retour en arrière. Et par un travail de lobbying juridique, politique, on a réussi à convaincre les juristes, les dirigeants, que le droit européen devait primer et que donc le droit national devait évoluer pour lui-même faire primer le droit européen. Et c'est ce qui s'est passé en 89, où le Conseil d'État a fait un revirement de jurisprudence. Avant, il considérait que voilà, le droit européen, c'est les mécanismes du droit international qui s'appliquaient. Et du jour au lendemain, revirement de jurisprudence, il considère le droit européen comme s'imposant à l'ordre juridique national. Alors, avec quand même une limite, c'est la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution reste quand même en haut de la hiérarchie des normes. En tout cas, à cette époque. Et ce qui est important, c'est que, à partir de là, non seulement on va reconnaître la primauté du droit européen, mais on va permettre aux juges français de la contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris dans les organisations politiques. C'est-à-dire que si on avait une loi incompatible avec le droit européen existant, avec une disposition du traité ou une directive, par exemple, si on voulait renationaliser le transport ferroviaire, par exemple, intégralement, arrêter la concurrence, c'est incompatible avec une directive qui existe, qui est en vigueur en ce moment. Eh bien, c'est pas un juge européen qui dirait à la France « le texte de loi est illégal », c'est un juge français. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que les procédures européennes sont souvent très longues, et que donc on pourrait espérer pendant un temps être dans une espèce d'entre-deux juridique où, en attendant d'être jugé au niveau européen, eh bien, on applique la renationalisation. Sauf que là, non, c'est le juge français qui dirait le projet de loi ou la loi est illégal au regard du droit européen, donc inapplicable. Et donc, le Conseil d'État pourrait bloquer
toute loi, toute décision, une ordonnance, n'importe quoi, tout texte qui contredirait une disposition du droit européen. Donc, c'est vraiment un verrouillage de l'ordre juridique. Et c'est ça le problème qui nous est posé à nous, force de transformation écologique et sociale. Comment faire alors que l'ensemble du droit européen nous cadenasse et nous maintient dans une ligne ultralibérale? À ce sujet, donc, comme tu le disais tout à l'heure, la plupart des organisations de gauche ou dites de gauche proposent de changer l'UE, de faire une Europe sociale, de faire l'Europe des gens, comme on a pu l'entendre, plutôt que l'Europe de l'argent, etc. Alors selon toi, bon, tu l'as déjà un peu esquissé, mais est-ce qu'on peut transformer l'UE de l'intérieur? Alors, donc, le livre là, que je viens de sortir, j'ai fait des économies de pages sur la partie critique des institutions européennes parce que je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà traité, c'est très documenté. Mais j'ai voulu prendre les différentes options stratégiques dont on entend parler dans le discours politique et indépendamment de mes préjugés ou de ce que je peux penser aujourd'hui après avoir fait tout un cheminement, j'ai voulu essayer de mettre ça de côté et les examiner de façon la plus objective possible. Et cette idée de changer l'ordre de l'intérieur, je pense qu'il faut vraiment la détruire, la tuer, en finir avec ça. Pour deux raisons. Parce que, d'une part, les institutions européennes ont été faites de façon à ce que le noyau dur de la construction européenne, qui est le marché commun, qui est devenu marché unique, on ne puisse pas le toucher. Donc, dans les traités, si on veut remettre en cause les politiques de libre-échange, de libre concurrence, il faut l'unanimité des États. Ça a été fait comme ça. Voilà. Donc en fait, on a voulu placer les États dans une situation où soit on accepte tout, soit on sort. Mais tout a été fait pour que les textes soient impossibles à changer. Alors, bon, effectivement, on peut toujours imaginer une révolution mondiale, croire au miracle, que la plupart des États membres deviennent ultra progressistes et soient prêts à réécrire tout de A à Z. Bon, s'il y avait que le Luxembourg ou Malte ou Chypre pour s'y opposer, bon, évidemment, ça passerait quand même. Mais c'est pas du tout envisageable. On a un bloc libéral extrêmement puissant au sein des 27. Déjà, on n'est plus dans une configuration comme on avait en 57 avec l'Europe des 6. On est 27. Et 27 avec des pays qui sont structurellement libéraux, certains qui sont corrompus, d'autres qui sont des paradis fiscaux, qui tirent profit de la mondialisation. Donc, cette unanimité, ou même cette quasi-unanimité qu'il faudrait pour réformer les textes en bonne intelligence, jamais on l'aura. En plus, il faudrait des gouvernements progressistes au même moment dans tous les pays. Et il faudrait des gouvernements progressistes, alors que les forces progressistes aujourd'hui, et j'en ai fait un tableau pour pas parler dans le vide, mais s'appuyer sur des chiffres, sont dans une situation d'ultra-minorité. C'est-à-dire que la France, avec la France Insoumise, le PCF, le NPA, est parmi les pays où la gauche radicale est la plus forte en Europe. La situation, quand on balaye les 27, c'est catastrophique. Voilà, il y a 3 ou 4 pays où la gauche
alors radical avec des guillemets, hein, parce que ça dépend de ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on met encore Syriza dans la gauche radicale? Je trouve que c'est être optimiste, mais pourquoi pas. On a 3-4 pays où la gauche dépasse 10%, mais on a surtout la moitié des pays où elle n'a pas un seul siège à l'Assemblée. Au Parlement européen, qui a des pouvoirs relativement dérisoires par rapport à la Commission, la gauche radicale, c'est 6% des sièges. Donc, enfin, on est dans une configuration où dire qu'on va changer l'Europe de l'intérieur, enfin, je suis désolé, mais les dirigeants qui affichent ça savent qu'ils mentent. C'est pas possible, on ne peut pas soutenir cette idée. Alors, sauf si on se place à une échéance de 50 ans, un siècle, bah, évidemment, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, à long terme, tout est possible. Hein. À long terme, voilà, il peut y avoir la paix dans le monde. Mais demain, aux prochaines élections, si on a l'ambition de prendre le pouvoir et de transformer les choses, non. Et cette idée-là, malheureusement, elle est encore forte, y compris chez les militants de gauche radicale. Elle est forte parce qu'on la cultive depuis des années, des décennies, et parce qu'elle nous arrange bien. C'est-à-dire croire que c'est possible, c'est croire qu'il y a une fin heureuse possible. Croire qu'on va y arriver par la négociation. Alors peut-être en tordant un peu le bras de l'Allemagne, de l'Autriche, des pays nordiques, mais voilà, ça donne une perspective sympathique. Mais c'est pas comme ça que ça se passera. Ça pourra pas se passer comme ça. Et au lieu d'essayer de rassurer les gens à qui on s'adresse en disant on va changer les choses tranquillement, je pense au contraire qu'il faudrait les préparer à un affrontement politique, économique, et qu'il faut leur dire la vérité. Donc si changer l'UE de l'intérieur n'est pas possible, est-ce qu'on peut envisager de désobéir à l'Union européenne? C'est une idée qui revient aussi souvent, sur certains points, comme le propose par exemple la France Insoumise avec l'idée d'un opt-out. Alors bon, la désobéissance européenne, j'ai un peu de responsabilité dans l'utilisation de ce terme, puisque j'ai sorti un livre qui s'appelle « Désobéissons à l'Union européenne » en 2011, mais je ne mettais pas du tout la même chose dedans. Quand j'écrivais ça il y a 14 ans, c'était déjà pour dire, si on veut désobéir, il faut un changement, une rupture juridique. Voilà. Après, le terme désobéir, c'est un clin d'œil à la désobéissance civile. Bon. Le problème, c'est que le terme a été repris sans le raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a des formations politiques qui ont dit « Ah ouais, c'est sympa cette idée de désobéissance européenne. On pourrait décider de ne pas respecter telle ou telle directive. » Et donc, ce que j'explique en détail dans le bouquin, sans tomber voilà, dans des explications trop, enfin un jargon juridique, mais ça se comprend très bien, c'est que si on refusait, si on voulait arrêter d'appliquer une directive, eh bien le Conseil d'État nous tomberait dessus, et le projet de loi qui renationaliserait intégralement le ferroviaire ou l'énergie, ou qui instaurerait le contrôle des capitaux ou des marchandises, serait déclaré illégal par les juges français. Donc cette désobéissance-là, à droit constant, n'est pas possible. Après, voilà, je pense que les organisations politiques ont été grattées, ont été chercher des mécanismes existants pour essayer de contourner ce blocage, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, certains ont trouvé l'opt-out. L'opt-out, c'est une procédure qui permet de déroger à certains principes des règlements ou des aspects du traité
mais qui n'a pas du tout été prévu pour ça. L'opt-out a été prévu pour permettre à des États qui ne réunissaient pas toutes les conditions pour entrer dans l'Union européenne ou dans la zone euro, d'y entrer quand même, y compris pour permettre de contourner des référendums. Donc il y a eu des opt-out qui ont été accordés à la Pologne par exemple, même si au niveau des droits fondamentaux le pays ne respecte pas les principes qui sont écrits dans les textes européens. À l'Irlande aussi, on a eu un opt-out qui a été accordé à l'époque où l'Irlande, la loi irlandaise ne reconnaissait pas le droit au divorce. Et puis on a eu un opt-out accordé à certains pays qui ne réunissaient pas les conditions pour rentrer dans l'euro. Mais il n'y a jamais eu le moindre opt-out d'accordé pour dire on va déroger au marché commun. Ça n'existe pas, c'est un fantasme. Et ces opt-outs sont négociés avec la Commission européenne, avec l'Union européenne. Donc ça ne correspond pas du tout à l'intention qu'on doit avoir de rompre avec les principes de la libre circulation des marchandises et des capitaux, de la concurrence totale entre le privé et les entreprises publiques, etc. etc. Donc voilà, cette désobéissance dans les faits n'est pas possible à droit constant. Ce qui n'empêche pas que des mouvements continuent à dire on va désobéir. Donc si on ne peut pas désobéir à l'UE, il ne semble rester que l'option d'un Frexit progressiste, comme le propose notamment le PRCF à gauche. Alors qu'est-ce que tu penses de cette option ? Moi je suis pour la sortie de l'Union européenne, ça ne me pose aucun problème, je pense même que c'est nécessaire. D'une part, bon, c'est la solution la plus claire. Voilà, on n'est pas d'accord avec les orientations politiques de l'Union européenne, on en sort. Ça a le mérite de la clarté. Et le fait même d'appartenir à l'Union européenne pour des forces de transformation, même si on imaginait pouvoir déroger aux principes inscrits dans les traités, les directives, le fait de continuer à appartenir, de continuer à abonder financièrement le fonctionnement des institutions européennes, c'est cautionner les politiques européennes, notamment les politiques extérieures. C'est cautionner les accords de libre-échange qui sont signés par l'Union européenne avec tous les pays avec lesquels on peut faire des accords de libre-échange. C'est cautionner le rapport néocolonial que l'Union européenne continue d'entretenir avec les pays du Sud, et notamment avec les pays d'Afrique. C'est cautionner les politiques générales de l'Union européenne, finalement. Donc, voilà, moi je serais tout à fait favorable à une sortie de l'Union européenne, d'autant que sortir implique absolument pas d'arrêter de négocier avec nos États voisins, ça implique absolument pas de sortir du Conseil de l'Europe, qui est une autre organisation européenne, elle qui fonctionne sur des bases de droit international et pas de supranationalisme, qui a permis quand même un certain nombre d'avancées en matière de droits humains. Voilà, encore une fois, par contre, il y a énormément de choses à déconstruire chez les gens à qui on va s'adresser pour les convaincre que d'une part c'est possible et que d'autre part c'est pas un repli sur soi. Maintenant, il y a encore un problème juridique avec... Alors, il y a un problème
une question politique et un problème juridique. La question politique, c'est que la sortie de l'Union européenne ne résout pas grand-chose. Elle ne résout que la partie institutionnelle du problème. Elle ne résout pas la question du rapport de force avec les grandes puissances économiques, avec le capitalisme français, avec le capitalisme même européen, parce que la pression continuera de s'exercer même en sortant du cadre institutionnel, et le capitalisme internationalisé. Toutes ces pressions vont continuer à s'exercer, et l'affrontement avec les grandes puissances économiques sera aussi complexe après la sortie de l'Union européenne, après le Frexit progressiste, qu'avant. On aura juste déverrouillé la question institutionnelle. Et bon, d'ailleurs, voilà, ça, enfin, tu as bien dit Frexit progressiste, heureusement. Il y a des organisations qui disent Frexit, mais on ne sait pas pour faire quoi derrière, pour récupérer la souveraineté. Mais ce discours souverainiste, purement souverainiste, il y a un angle mort énorme. C'est-à-dire que comment la souveraineté nous a été confisquée? Elle nous a été confisquée de deux façons. Par les institutions et par la construction européenne, et par le transfert au pouvoir économique d'une puissance qui aujourd'hui est colossale. Et cet aspect du transfert de souveraineté, personne n'en parle. Enfin, sauf le PRCF, sauf moi quand j'écris un livre là-dessus, et quelques mouvements qui s'intéressent à ces questions et qui ont le courage de mettre le doigt là-dessus. Tu parles du pouvoir économique, du capital, de la bourgeoisie. Il faudra affronter la bourgeoisie, le capital, les grandes puissances économiques. Et une fois qu'on aura fait sauter le verrou institutionnel, c'est là que ça va commencer. Mais ça ne résout rien, en fait, la sortie de l'Union européenne. Donc il faut bien, effectivement, préciser que c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, et que le vrai combat, il s'engage, enfin, en tout cas, le combat le plus ardent, il s'engage après. Autre problème, ça c'est pas un problème, c'est une clarification politique, mais qui a son importance quand même. Le vrai problème, c'est encore un problème de droit. C'est que comme le droit européen prime sur le droit national, et que le droit européen prévoit les conditions de la sortie d'un État membre, avec ce fameux article 50. Si voilà, on arrive au pouvoir et qu'on veut sortir de l'Union européenne, les juges français vont nous dire il y a un article qui cadre cette sortie, il faut que la sortie soit conforme à cet article. Et l'article 50 dit que le pays qui veut sortir négocie les conditions de la sortie avec l'institution, et que cette négociation peut durer 2 ans, mais surtout que pendant toute la durée de la négociation, le droit européen continue de s'appliquer dans l'État membre. C'est-à-dire que si on veut faire un Frexit, les juristes, les juges vont nous dire de passer par l'article 50 qui laisse 2 ans aux puissances économiques pour faire de l'évasion fiscale, pour délocaliser des entreprises éventuellement, qui laisse la possibilité à l'opposition d'organiser des campagnes de déstabilisation, et qui nous laisserait, nous, dans l'impuissance pendant 2 ans. Et ça n'est pas possible. Je pense que 2 ans sans contrôle des capitaux, on est à genoux. Bon. Donc il faut trouver un moyen de ne pas passer par cet article 50. Et je pense que la seule solution, c'est, avant cette
sortie formelle, ce Frexit formel, de faire un changement juridique qui permette, en restaurant la primauté du droit national sur le droit communautaire, de pouvoir s'affranchir de ces conditions de sortie qui sont totalement punitives. Voilà, donc pour répondre à votre question, enfin pour résumer la réponse à votre question, le Frexit progressiste me paraît une orientation politique indispensable. Maintenant, elle pose des questions pratiques qui sont peut-être assez terre-à-terre, mais qui politiquement sont extrêmement importantes. Ah, d'ailleurs, dans ton livre, tu sembles osciller entre deux positions. D'une part, comme tu le rappelles, tu sembles très attaché au respect des procédures juridiques permettant de sortir légalement de ce carcan européen, mais comme tu le disais, qui peuvent prendre du temps, parce que même si on ne passe pas par l'article 50, on doit modifier la Constitution française, donc déjà il faut réussir à le faire, ça prend du temps, etc. Mais d'autre part, tu parles de la nécessité de sortir au plus vite, comme tu viens de le dire, pour justement ne pas laisser l'initiative à l'UE, à des négociations qui peuvent être longues et défavorables, et résister au mieux, comme tu le disais, aux marchés financiers, aux forces réactionnaires, etc. Nous, en fait, en tant que marxistes, on pense que le droit, il vient légitimer un rapport de force, ou il vient le justifier a posteriori, etc. Mais que ce qui est premier, c'est le rapport de force économique entre classes sociales. Et en l'occurrence, le droit européen vient légitimer la domination de la bourgeoisie européenne. Et d'ailleurs, en fait, quand on réfléchit en termes de droit, on voit bien que le camp d'en face, le camp de la bourgeoisie, il s'embête pas avec ça. Quand le droit va pas dans son sens, il le respecte pas. Donc, comme on l'a vu avec le référendum de 2005, avec la règle d'or pendant le Covid, avec les guerres, etc. Donc en fait, on pense qu'il faut pas que les questions de droit, elles nous empêchent justement de créer ce rapport de force et de sortir si la volonté majoritaire du peuple français est de sortir, même si on ne respecte pas toutes les formes juridiques, quoi. Et donc, on pense qu'il faudrait une sortie unilatérale, de fait, et rapide, afin de justement, comme tu disais, de résister à la réaction. Et après, peut-être qu'on prendra le temps d'aménager le droit suite à cela, mais qu'est-ce que tu penses justement de cette approche ? C'est vraiment un point essentiel. En fait, je considère pas, enfin, je fais pas dans le juridisme. Je survalorise pas, surdétermine pas la question juridique. C'est simplement que c'est une réalité. C'est une réalité et effectivement, il faudrait une modification en profondeur de l'ordre juridique, pas juste de la hiérarchie entre normes européennes et droit français. Il faudrait une réforme profonde du droit et de l'exercice de la justice en France, qui favorise, comme tu l'as dit, la bourgeoisie, les forces de l'argent, etc. Mais comment faire dans la perspective d'une accession au pouvoir et qu'est-ce qui nous permet d'agir le plus vite ? Il me paraît évident que cette réforme en profondeur du système juridique prendra du temps et que remettre en cause l'état de droit, puisque le fait d'aller contre l'avis des juges, puisque les juges donneraient forcément un avis défavorable à une loi qui s'opposerait au droit européen, remettre en cause l'avis des juges, c'est remettre en cause l'état de droit. Alors même si c'est un état de droit bourgeois, c'est extrêmement compliqué à assumer et voilà, ça crée un précédent dangereux. Alors, ça dépend bien sûr des conditions dans lesquelles on accéderait au pouvoir. Si on a une révolution
Et enfin, je le dis, c'est pas ironique, hein. C'est quelque chose qui peut arriver. Je veux dire, une révolution, quelque chose de violent, avec des affrontements. Bon. Si tout est balayé, bon, il faut reconstruire. Ça peut arriver, et à ce moment-là, effectivement, on n'a pas à se poser la question de l'ordre juridique ancien, finalement. Mais si on arrive avec un processus classique non révolutionnaire au pouvoir, on est obligé de tenir compte de cette réalité juridique. Alors, ce serait un problème si il n'y avait aucune solution. Parce que bah voilà, le constat, ce serait alors que il n'y a que la révolution possible pour atteindre nos objectifs. Mais il y a encore, même si ils ont essayé de verrouiller l'ordre juridique, il y a encore une faille qui consisterait à changer la Constitution pour restaurer la primauté du droit national sur le droit communautaire, en totalité ou sur certains aspects. Et ça permettrait peut-être d'aller plus vite que les 2 ans de négociation de l'article 50, ou voire même qu'une réforme suffisamment profonde de l'ordre juridique pour qu'on puisse passer outre la décision des juges. Et c'est en ce sens que je pense que c'est la clé du débat, en fait. Que ce déverrouillage de l'ordre juridique nous ouvre les portes qui nous permettront de faire un Frexit progressiste, si les conditions le permettent, ou de faire moins, si les conditions permettent pas d'aller jusque-là, mais ce moins étant peut-être déjà pas mal. Notamment, on pourrait imaginer sanctuariser les services publics pour les placer à l'abri de la concurrence. Ça a été proposé, je ne l'invente pas, hein, c'est Marie-Françoise Bechtel qui avait proposé ça. Ça suppose une modification constitutionnelle, donc une procédure quand même qui n'est pas simple, qui prend effectivement du temps. Mais on pourrait très bien écrire que les services publics sont mis hors directive européenne de concurrence, sont sanctuarisés et sont exercés par des monopoles publics, sont inaliénables. On vire le privé d'un certain nombre de secteurs d'activité. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais bon, quand même. Mais pour pouvoir faire ça, il faut récupérer des leviers, il faut récupérer des formes de souveraineté nationale. Donc, voilà, le nœud du problème, il est là. Et à ce sujet, en tant que marxiste et donc révolutionnaire, on n'est pas contre les réformes, c'est-à-dire qu'on pense que toute avancée qui va dans le bon sens est positive et est bonne à prendre. Mais qu'en même temps, comme disait Lénine, les réformes sont des retombées de la lutte de classe et de la lutte révolutionnaire. On les gagnant que si on a l'objectif final en tête. Et justement, à ce sujet, ce que tu viens de dire sur le fait qu'on pourrait modifier la Constitution française pour, comme préalable pour des changements progressistes, est-ce que tu ne penses pas que justement les institutions européennes s'assoiraient dessous ou nous diraient vous avez changé la Constitution française peut-être, mais de toute façon c'est toujours le droit européen qui est au-dessus et que vous devez respecter. L'Union européenne penserait ça, oui. Donc il y aurait toujours cet affrontement de toute façon qu'il faudrait... Il y aurait un affrontement avec les institutions européennes, mais on aurait déverrouillé le verrou national. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'empêche que, à terme, cette option en fait
d'avoir une étape intermédiaire avant le Frexit, je pense que ça répond à une réalité où on est dans un carcan juridique où c'est très compliqué d'en sortir. On a des problèmes de temporalité qui se posent, il faut qu'on puisse agir vite. Et moi, je l'envisage comme forcément une solution. Peut-être, en plus, je prétends pas dire il faut absolument faire ça, mais peut-être que ce sera une solution temporairement nécessaire. Mais ça ne peut absolument pas être une solution de moyen terme ou de long terme. Je ne vois pas comment, à moyen terme, on peut faire l'économie d'une sortie ou d'une dislocation de l'Union européenne. C'est vrai que si les planètes sont bien alignées, on peut imaginer que la France sorte en même temps que 1, 2, 3 autres pays, que du coup, voilà, on n'est plus sur une Union européenne, on est un bloc libéral qui continue à perdurer sur la base des acquis communautaires, mais que voilà, les choses finalement se disloquent. Bon, mais ça, on peut pas le prédire, on ne connaît pas le contexte politique. Si la question se pose un jour à nous, ce que j'espère, on ne sait pas dans quel contexte politique elle se posera, mais ce que j'ai essayé de tracer dans le livre, c'est des possibilités d'agir en fonction de ce contexte politique. Voilà. On a encore une fois la perspective révolutionnaire où voilà, tout est à refaire. Bon, ce serait quasiment le plus simple. On peut imaginer arriver au pouvoir avec une très courte majorité ou avec une majorité beaucoup plus forte, avec un mouvement social très fort, ou au contraire un peu sur un coup de chance. Ça, c'est des éléments qu'on ne maîtrise pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quel que soit le cas de figure, on a des perspectives. Mais de toute façon, pour passer à l'acte, il faudra construire un mouvement puissant, un courant d'idées, et il faudra que les gens sachent où ils vont. Et ce que je trouve assez dramatique dans le débat sur l'Europe aujourd'hui, c'est que on crée l'inverse. On crée une espèce de flou dans les mots d'ordre, dans les perspectives, et que ça ne peut pas conduire à une adhésion. Je pense que en faisant ça, bon, forcément les gens qui sont adhérents, sympathisants, suivent les différents mouvements qui refusent d'aborder de front ce sujet, mais c'est pas comme ça qu'on structure un mouvement social qui soit en capacité d'accepter et de se battre pour cette rupture européenne. Très bonne conclusion. Merci beaucoup Aurélien. Merci. Et donc je rappelle que tu as écrit donc ce petit livre très intéressant, Que faire de l'Union européenne, aux éditions de l'Atelier. À très bientôt, et si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir financièrement avec le lien en description. À bientôt. Merci.